Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un texte qui me tient à cœur. C'est un extrait d'un manuel scolaire de la Troisième République et c'est la présentation en fait de la défaite de 1871. Et voilà. Pourquoi ce texte m'intéresse particulièrement? Parce qu'évidemment, il incarne les idéaux de la Troisième République, mais en même temps, il fait quelque chose de très fin. Donc ça, je le montrerai dans mon explication. En préambule, j'aimerais simplement vous dire qu'il y a un écueil spécifique à ce genre de texte. Donc c'est un manuel historique de la Troisième République à l'usage du cours élémentaire, ce qui est devenu le CE1, CE2. Et du coup, le risque est grand de faire vraiment un exposé bipartite, avec vraiment d'un côté les aspects textuels et d'un autre côté les aspects historiques. Autrement dit, par rapport à ce que je vous ai dit au niveau de la méthodologie, le risque c'est de nourrir le texte de l'extérieur uniquement avec les données historiques de la Troisième République. Les chants qu'on faisait chanter aux enfants, la finalité revancharde, etc. Or, si vous faites ça, selon moi, vous faites seulement deux aspects de ce que je vous recommande de faire, à savoir le texte lui-même et nourrir le texte de manière proche, mais je pense aussi que les apports extérieurs, c'est ce que vous devez ajouter, doivent être aussi surplombants et doivent aussi apporter des données plus philosophiques, sociologiques, etc. Donc, je vais essayer de vous montrer à travers mon analyse comment allier ces trois fils, même dans un texte qui d'instinct se prêterait plus justement à la binarité. Voilà, comme d'habitude, je vous montre mon balisage du texte. Vous voyez que comme je l'ai fait la dernière fois, vous avez le texte qui est balisé. Et comme au bout d'un moment, je ne me repère plus dans mon code couleur, j'ai établi une espèce de légende pour m'y repérer plus vite. Je pense que juste après, je vous ferai un tutoriel sur comment baliser le texte et comment faire son étude au brouillon. Donc justement, le brouillon, parlons-en. Le voici avec ses belles couleurs de l'arc-en-ciel, si tant est que les arcs-en-ciel soient fluo. Et donc vous voyez toujours, je vois très clairement mon introduction et ma conclusion. Et je vois très clairement mes parties, leur trame. Les apports extérieurs sont dans des couleurs tape à l'œil. Et j'ai un code couleur pour me repérer tout de suite sur le texte. Et ça, je vous ferai le tutoriel tout à l'heure. Comme d'habitude, selon la règle d'or, je vous lis le texte et après je fais 10 minutes de commentaires. Ernest Lavis, Histoire de France, cours élémentaire, 1901. La belle défense de Paris en 1870. La mauvaise nourriture amena des maladies. Les enfants et les vieillards moururent en grand nombre. Chaque jour, on voyait dans les rues des voitures qui se suivaient, conduisant des morts au cimetière. Les Allemands, furieux de voir que la ville ne se rendait pas assez vite, la bombardèrent. L'image vous montre une rue de Paris, où un obus vient de tomber. Il a éclaté. Les éclats ont brisé la devanture d'une boulangerie. Un enfant qui passait avec sa mère a été tué. Sa mère, à genoux auprès du pauvre petit corps, pleure et crie. Le bombardement ne fit pas peur aux Parisiens. Ils étaient tous soldats et montaient la garde sur les remparts. Ils espéraient que des armées françaises viendraient les délivrer, mais aucune armée ne put arriver jusqu'à Paris. Alors, les Parisiens furent obligés de se rendre. Il fut convenu que la défense cesserait le 28 janvier 1871 à minuit. Ce jour-là, jusqu'à minuit, on entendit le canon. Quand minuit sonna, la canonnade s'arrêta. Ce fut un grand silence. À ce moment, beaucoup de Parisiens firent comme moi qui ai vu ces terribles choses et qui en ai tant souffert. Ils pleurèrent en pensant « Tout est fini, la France est vaincue ». Le devoir des petits Français. Plus tard, vous apprendrez mieux l'histoire de cette guerre. Vous saurez que vos grands-pères ont fait bravement leur devoir en défendant notre patrie. Les Allemands nous obligèrent à leur donner 5 milliards, une somme si grosse qu'on croyait que la France ne pourrait jamais la payer. Ils nous prirent aussi deux beaux pays, l'Alsace et la Lorraine. Les Alsaciens et les Lorrains étaient de bons Français. Ils aimaient la France comme vous l'aimez.
Ils ont été forcés de devenir Allemands. Mais ils aiment toujours la France et, à cause de cela, les Allemands les font souffrir. Les Allemands sont un peuple très orgueilleux. Ils cherchent toutes les occasions de nous faire du mal. Mais la France n'a pas perdu courage après la malheureuse guerre. Nos soldats aujourd'hui sont aussi braves que ceux qui combattirent en 1870 et ils sont bien plus nombreux. Nos généraux sont aussi braves que ceux qui combattirent en 1870 et ils sont plus instruits. En juillet 2015, les questions de réforme du programme de l'histoire ont considérablement secoué l'opinion. C'est dire comment, en 2015 encore, la question de comment enseigner l'histoire et qu'enseigner de l'histoire est encore cruciale. Ernest Lavis est un historien, un réel historien universitaire, qui a, selon ses propres dires, accepté pour la cause qui était la revanche de la France et la préparation à la guerre, de changer un petit peu l'histoire, un petit peu, pour la conduire à ses idéaux. Il y a aussi également dans ce texte des enjeux qui concernent la pédagogie enfantine. On s'adresse à des cours élémentaires, c'est-à-dire à des enfants qui ont moins de 10 ans. Le titre nous interpelle également. La belle défense de Paris en 1870, c'est en fait la grosse défaite de 1870-1871, qui s'oppose en fait en creux à ce dont on ne parle pas, à savoir une belle tactique allemande. La dynamique du récit qui est fait ici est ternaire. Nous avons toute une part qui est un récit pathétique, qui est suivi ensuite d'un paragraphe assez étrange que l'on va analyser, qui s'appelle « Le devoir des petits Français », qui contient en fait un troisième pôle, qui est une tension vers un avenir plus radieux avec l'espoir mis dans les nouveaux soldats et les nouveaux généraux. En fait, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est de voir que d'un côté, il est caractéristique, il incarne quasi à la perfection les idéaux qui sont ceux de la Troisième République et de l'école de la Troisième République. Mais en même temps, plus subtilement, c'est un texte spécifique. Et qu'est-ce qu'il présente? Quelles sont ces tensions propres à l'écriture de Lavis? La double finalité de ce texte est en fait contradictoire et je pense que c'est dans cette contradiction que se logera la problématique de notre analyse. Il s'agit en fait de faire des futurs soldats à travers une scène qui est en fait celle d'une défaite. Ma problématique sera donc la suivante. Les questions seront centrées autour des enjeux paradoxaux d'une pédagogie historique. Pour répondre aux questions que draine cette problématique, je ferai deux parties. La première qui partira du côté français, présenté dans ce texte, et le deuxième qui tournera autour de la vision donnée de l'Allemagne dans le texte. Premièrement, analysons le texte du côté français. En fait, il s'agit d'un manuel d'histoire, mais si l'on regarde le texte de très près, la seule donnée historique véritable, c'est la date du 28 janvier 1971. C'est le seul détail vraiment historique. Vous savez que nous savons que les manuels historiques recèlent de dates et d'informations, de faits. Ici, en fait, le seul fait concret que nous ayons est celui-ci. La première chose que j'analyserai du côté français, c'est la création d'un sentiment de haine. La deuxième chose, c'est la création d'un sentiment de fierté et d'enthousiasme à travers une défaite, paradoxalement. Et ensuite, j'en viendrai aux questions de l'actualisation pédagogique et de ses enjeux. Le texte crée réellement chez les petits qui vont écouter cette leçon d'histoire un sentiment de haine. Ce qui est présenté au début, les cortèges funéraires, le deuil, est évidemment ce qu'il y a de plus révoltant. À deux fois est citée la mort des enfants. Je cite, les enfants et les vieillards moururent en grand nombre. Là encore, le floutage est apparent puisqu'on n'a pas de précision de chiffres, ce qui devrait habiter un manuel scolaire. Ensuite, nous avons la scène pathétique du bombardement avec la mère dont l'enfant a été tué. Nous avons la phrase suivante. Sa mère, à genoux, auprès du pauvre petit corps, pleure et crie.
Tout est fait dans le sens du pathos, la précision de la taille du corps, sa fragilité, donc qui fait vraiment ressortir le côté innocent de la victime. C'est pas un soldat en armes qui a été tué, mais vraiment un petit citoyen frêle et innocent. La souffrance de la mère est insupportable, elle pleure et elle crie, l'enfant serré contre elle. C'est une scène pathétique bien connue dans l'art pictural et évidemment révoltante. Nous pensons aux scènes par exemple peintes par Poussin du massacre des innocents. On voit justement les corps en sang et là encore l'innocence et l'horreur sont confrontés et pour susciter un sentiment terrible. Nous pensons aussi à La peste de Camus, livre dans lequel est discutée la foi que peut avoir le croyant quand il a assisté à ce qui est considéré comme le drame le plus insupportable, à savoir la mort d'un enfant. Ça fera partie du prêche de Pandelou qui est au cœur de l'appareil philosophique de cette œuvre. Comment créer ensuite un sentiment de fierté et d'enthousiasme alors qu'il s'agit d'une défaite ? Tout d'abord en simplifiant les choses, tout simplement. Lorsqu'il est question des pleurs collectifs ou de la peur collective et de l'absence de peur et de la bravoure collective, on est en droit d'évidemment penser qu'il s'agit d'un grossissement et d'une simplification. Je cite la phrase qui y correspond. Quand les canonnades cessèrent, les Français pleurèrent comme Ernest Lavis lui-même en pensant, je cite, « Tout est fini, la France est vaincue ». Évidemment, à l'échelle intime, il y a toujours un immense soulagement qui accueille la fin des fléaux ou la fin des guerres, la sensation de savoir que les proches et ceux que nous aimons vont cesser de mourir, même si la cause est censée, je dis bien censée, être juste et bonne. Évidemment, la bravoure est aussi à l'encontre d'une certaine réalité historique, à savoir qu'il y avait une inégalité dans les gens en armes face au désastre. C'est-à-dire qu'il est évident que certains continuaient de penser qu'il s'agissait d'une erreur de tenir les murs de Paris alors que la victoire était évidente. La victoire allemande était évidente. J'ouvrirai la fin de cette partie pour poser les questions pédagogiques. Je pense déjà qu'il y a une tension puisqu'il y a une réversibilité du pathos évidente. Si ce que vivent les petits Français, c'est aussi ce que vivent les Allemands et ce que vivront les familles allemandes dans leur intimité lors de la Première Guerre mondiale qui est en train de se préparer ici. Nous savons évidemment que dans la Troisième République était vantée l'enfant soldat. Nous pensons à Joseph Barra, le tambour qui ne réunia pas ces idiots révolutionnaires, qui était une des grandes figures des manuels d'histoire de la Troisième République. Évidemment, nous voyons que actualiser cette donnée pose problème, puisque à l'heure actuelle, les enfants soldats sont un choc terrible. Ils sont même utilisés comme contre-propagande pour stigmatiser la barbarie des opérations militaires des autres pays. Je pense à ce qui s'est passé au Pakistan dans la vallée de Swat, où les enfants étaient recrutés justement à un âge où ils ne pouvaient pas comprendre pour être sacrifiés vraiment pour se faire exploser tout simplement. Et l'école qui a été créée, Sabaoun, pour reformater les petits esprits quand ils avaient échappé à ces pratiques terribles. Donc évidemment, la question de l'enfant soldat se pose de manière cruciale. J'en viens à ma deuxième partie, la présentation du côté allemand. Évidemment, le peuple allemand est présenté non pas comme un peuple victorieux, ici, et tacticien, mais comme un peuple haïssable, non pas vainqueur de la guerre, mais qui se livre à une extorsion. Et nous verrons à la fin de cette partie la question de l'évolution de la vision des peuples et de leur présentation historique. Les Allemands, peuple haïssable, on le voit à travers les sentiments qui leur sont prêtés, et en fait que l'historien ignore totalement. Les Allemands, furieux de voir que la ville ne se rendait pas, la bombardèrent, donc c'est un sentiment humain qui est appliqué, donc comme s'ils ne pouvaient pas supporter de ne pas voir mourir plus de Français. Et ensuite, nous avons à la fin du texte tout un passage qui dit que voilà, les Allemands ne supportent pas que les Alsaciens et les Lorrains aiment encore la France alors qu'ils sont devenus Allemands et que pour cela, ils les font souffrir. Donc évidemment, on a un vocabulaire ici de cours d'école pour embrigader, pour enfumer les petits esprits. Voilà, et c'est un peuple très orgueilleux
et nous verrons est-ce qu'on a encore le droit de parler ainsi des autres peuples. La guerre, donc ici il s'agit d'une victoire, la tactique allemande était intéressante et faite pour remporter cette guerre, passe ici pour une extorsion. Je pense au vocabulaire, les Parisiens furent obligés de se rendre. En fait, c'est la défaite. C'est pas une forme passive d'innocents qui sont forcés par des bourreaux à se rendre. Ensuite, les Allemands remportent la guerre et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'ils nous prirent l'Alsace et la Lorraine, alors qu'en fait, ce sont des territoires qu'ils ont conquis. Enfin, la dette de guerre répond à une codification et non pas à une extorsion. Et ici, ce qui est montré, c'est à quel point la France a eu du mal à la payer et a été exsangue après cette guerre. Les questions ouvertes par cette présentation du peuple allemand est évidente en ce qu'elle touche le politiquement correct actuel et au fait qu'on voit la réversibilité totale du conditionnement politique, puisque maintenant nous vantons l'amitié franco-allemande symbolisée par les actions communes de Kohl et de Mitterrand, l'avènement d'une chaîne Arte qui est encore sur nos écrans, etc. Et donc on voit que les idéaux d'un temps se sont transformés en idéaux d'un autre temps et qu'un peuple présenté comme l'antéchrist à un moment peut être présenté comme l'ami actuel. Donc on pense évidemment qu'il y a un discours historique derrière qui a changé et donc une vérité flexible finalement qui peut être soumise aux nécessités d'un temps. Enfin, le politiquement correct nous interdit aujourd'hui de caractériser un peuple par des signaux qui seraient applicables à toute une population. Mais encore une fois, j'aimerais nuancer puisque je pense qu'il s'agit en fait d'une action unilatérale. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire du mal, mais on a le droit de dire tel peuple est quand il s'agit de folklore. S'il s'agit, je sais pas, de la jovialité d'un peuple, alors on aura le droit de l'étendre, mais en fait ce n'est que le pendant caricatural positif d'une caricature qui peut être aussi négative. J'en parlerai dans ma conclusion. Donc pour conclure, on voit bien ici que si on étudie les détails du texte, il s'agit ici beaucoup plus de créer un état d'esprit que de créer de bons tacticiens. On peut penser en rétrospective ce qu'a donné cet endoctrinement en voyant que dans les tranchées, il y a eu des prises de conscience affreuses de l'endoctrinement qui avait été fait. Je pense à des romans qui ont complètement brisé cet idéal de guerre, la boucherie héroïque, comme on l'a présenté. Je pense au roman de Roland d'Orgelès, Les Croix de bois. Je pense aussi aux œuvres de Jules Romain, avec Verdun, Prélude à Verdun, qui sont deux romans qui décrivent les tranchées de l'intérieur et cette prise de conscience. Ensuite, je pense que le texte caractérise un point qui me semble extrêmement intéressant pour ce qui est de l'endoctrinement, à savoir qu'ici on a deux couples qui sont tronqués. Je pense au couple victime-bourreau, donc le pendant de la victime c'est le bourreau, et le pendant du perdant c'est le vainqueur. Ici, cette réalité est tronquée. C'est la France est présentée comme victime, donc l'Allemagne est présentée comme bourreau, mais en fait la France est perdante et l'Allemagne est triomphante. Et donc en fait on a une oblitération du couple traditionnel, vainqueur-perdant, au nom d'une mémoire qui construit l'avenir. Enfin, je terminerai en disant que cette analyse m'a conduite à répondre à ma question initiale sur les enjeux, en étudiant cette phase, cette tension qu'il y a et qui est bien réelle dans l'apprentissage de l'histoire et qui est finalement, il y a une espèce de tentation du bien dans nos systèmes actuels. On croit qu'on essaie de laisser penser que nos systèmes actuels ont laissé la place à une plume plus libre dans les manuels d'histoire, plus libre et plus sensée. C'est vrai pour une part, évidemment, il y a des idéaux historiques, mais j'ajouterais qu'il y a des intérêts qui ne sont pas les mêmes, on n'est plus dans le même contexte de guerre, et donc on peut se dire libéré de certaines contraintes, c'est-à-dire la fin justifie les moyens, parce que nous ne sommes plus dans le même contexte, et en même temps ce contexte reviendrait-il? Je pense que nous ne sommes pas à l'abri des mêmes travers. La preuve, c'est ce qu'on fait, c'est la caricature qui est faite des discours portant sur la guerre dès qu'elle est à l'étranger. Donc il s'agit d'une liberté, je pense,
d'une part tronquée, même si elle est en tension vers des idéaux de pureté de l'information, et en même temps facile. Je pense à la tentation du bien de Todorov, puisqu'elle va dans un sens qui nous est aisé pour l'instant.